J'ai donné la trame du commentaire oral, donc d'abord l'intro, ensuite la lecture, ensuite problématique et annonce des actes. Donc d'abord pour l'intro, après tu lis, ensuite pour questions et annonce des actes. Le XVIe siècle est marqué par l'humanisme, et donc Rabelais fait partie de ce mouvement français. En 1539, il a écrit le roman Gargantua. Donc nous allons nous intéresser à l'avant-dernier chapitre, le chapitre 57, qui fera la description de l'utopie. L'abbaye de Thélème, Gargantua, chapitre 57, 1534. Toute leur vie était dirigée non pas par les lois, statuts ou règles, mais selon leur bon vouloir et leur libre arbitre. Ils se levaient du lit comme bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient, dormaient quand le désir leur venait. Nul ne les éveillait, nul ne les forçait ni à boire, ni à manger, ni à faire quoi que ce soit. Ainsi l'avait établi Gargantua. Toutes leurs règles tenaient en cette clause, fais ce que voudras. Car des gens libres, bien nés, bien instruits, vivant en honnête compagnie, ont par nature un instinct et un obligeon qui poussent toujours vers la vertu et retirent du vice. C'est ce qui nommait l'honneur. Ceux-ci, quand ils sont écrasés et asservis par une vive suggestion et contrainte, se détournent de la noble passion par laquelle ils tendaient librement à la vertu, afin de démettre et enfreindre ce joug de servitude, car nous entreprenons toujours les choses défendues et convoitons ce que nous veut dénier. Par cette liberté, ils entrèrent en une louable émulation à faire tout ce qu'ils voyaient plaire à un seul. Si l'un ou l'une disait « buvons », tous buvaient. S'ils disaient « jouons », tous jouaient. S'ils disaient « allons nous débattre dans les champs », tous y allaient. Si c'était pour chasser les dames, montées sur le bel acné, avec leurs palefrois richement harnachés, sur le point mignonnement endentelé, portées chacune ou en épervier, ou en âneret, ou en émédier. Les hommes portaient les autres croisés. Donc nous verrons en quoi ce texte décrivant les féministes constitue une illustration de sa méthode, mais également une conscience des limites de son idéal. Dans un premier temps, le texte est représentatif d'un monde biblique. Nous pouvons le voir car cela montre un bonheur absolu à travers des cadences de phrases agréables. Il y a beaucoup de cadences naturelles. Et donc les cadences naturelles du français, c'est des cadences majeures. Il y a également des groupements binaires. Nul ne les forçait, nul ne les éveillait. Mais beaucoup de groupements ternaires, ni à boire, ni à manger, ni à faire. C'est aussi représentatif de la liberté absolue, car il y a un champ lexical de l'omniprésence, règles, où nul ne les forçait. De l'omniprésence. L'onomastique de Thélème montre que c'est une liberté absolue parce que Thélème signifie téléma en grec et cela signifie volonté. Ils ont également une clause unique dans ce texte qui est fais ce que voudras et qui représente les 10 commandements, donc c'est dans l'ordre de Dieu. On remarque qu'il manque le tu dans cette clause, ce qui montre que les habitants des Thélémites sont leurs propres chefs. C'est donc un monde idéal fondé sur une liberté absolue, mais également une mise en lumière des problèmes du monde réel dans lequel vit Rabelais. Nous verrons ensuite que c'est une critique sociale de l'utopie. Ce texte a une nature argumentative, car il est écrit au présent de vérité générale, comme les gens bien nés ont par nature un instinct et un étudiant qui les pousse à la vertu. Et on remarque 3 parties distinctes. Donc la première, c'est les principes fondateurs de l'abbaye, qui s'arrête à voudra. La seconde montre les causes pour lesquelles il fonctionne, s'arrête jusqu'à dénouer. Et la troisième est la conséquence sur la vie des hommes, donc c'est jusqu'à la fin. Ce texte a également
critique les trois grandes règles, donc les règles monastiques. Il y a un implicite parce que la vie des Télémites s'oppose donc à ces trois grandes règles. Donc ce texte est donc un texte plaisant et profond, mais c'est un texte qui ne représente pas vraiment la réalité dans le siècle où vivait Rabelais. D'accord. Alors, la première chose, j'aimerais que vous me situiez le passage par rapport à l'histoire de Gargantua. Déjà que vous me parliez un petit peu de l'histoire de Gargantua. Quand trouve-t-on la description de cette abbaye? C'est l'avant-dernier chapitre, donc c'est vers la fin du livre. Ouais. Découle de quoi la construction? Gargantua n'est pas un livre sur la construction des abbayes? Non. Qu'est-ce qui a fait aboutir à la construction dans l'histoire de Gargantua d'une abbaye comme celle-ci? Est-ce Gargantua qui l'a construit lui-même? Non. Non. Quelle raison l'a fait-il construire et pour qui? Il l'a fait construire pour récompenser le moine qui les a protégés. Oui, comment s'appelle-t-il? Jean, peu importe. Peu importe, j'avais une fille qui s'appelle Jean de Marcel. Par contre, est-ce que cette abbaye reflète le caractère de ce personnage? Sinon, il l'offre à un moine, et ce n'est pas un hasard s'il l'a fait construire pour lui. Jean des Antonins. Oui. Il a. Quel est son caractère? Il est. C'est un moine conventionnel. Non, il ne respecte pas la règle les trois règles des moines. Donc, construire une abbaye, normalement, ce n'est pas. Ne le représente pas. Ça ne représente pas Jean, cette abbaye, mais Cette pas l'abbaye. Ah mais, si. oui, celle-là oui, parce que donc, le Valeur Claude a dit fais ce que voudras. Donc, Ah oui. Donc lui, il faisait déjà ce qu'il voulait. Oui. Et donc c'était érigé en règle. Il donne à Jean l'abbaye qu'il souhaitait depuis toujours. Il récusait les autres. Vous m'avez parlé des trois règles de ces abbayes, règles que ne suit pas Jean d'ailleurs, et j'ai envie de vous demander quelles sont-elles ces trois règles qui sont en train de... À quelles règles sont soumis les moines normalement? Il doit prier. C'est sûr. Quelles sont les obligations? Certaines durent jusqu'à nos jours, presque toutes d'ailleurs. À quoi est astreint un moine? Qui est manifestement astreint à l'église. On a des débats même encore à l'heure actuelle. La première des règles pour les prêtres. Ils n'ont pas le droit d'avoir de femme. Ils n'ont pas le droit d'avoir de femme. C'est la règle de chasteté. Alors, en quoi, et Gargantua, enfin en quoi Rabelais explique que cette règle est n'est peut-être pas si morale que ça. L'idéal de chasteté est de se consacrer normalement complètement à Dieu, qui apparaît moral. En quoi Rabelais critique cela? Pourquoi être chaste, pourquoi avoir une obligation de chasteté ne nous rend pas plus moral? Il le critique. À quel endroit? Vers la fin du texte. Oui. Je vois que les Télémites sont mariés.
qu'ils s'aiment d'ailleurs, hein, aussi s'aimaient-ils à la fin de leur vie comme au premier jour de leur noces. Bon, c'est une phrase assez idéalisée d'ailleurs, qui ressemble à quel type de texte? Ils s'aimaient ainsi comme au premier jour de leur noces. Ça ressemble à quel chose? Comme un conte. Ça ressemble à des contes de fées, c'est un conte de fées. Donc les Télénites s'aiment, et puis on nous dit que leur interdire serait mauvais, les rendrait mauvais. À quel moment? À quel moment Rabelais dit que leur interdire cela, qui est présenté de façon très positive, si on leur interdisait cela, finalement ça provoquerait de l'immoralité. Quel endroit du texte Rabelais dit ça? Ils avaient si bien vécu à Thélème en dévotion monastique, qui continuaient le temps mieux dans le mariage. Il donne l'explication pour laquelle il ne faut pas finalement interdire la sexualité et surtout l'amour pour les frères. Au deuxième paragraphe, après c'est ce que voudra. Vivant en compagnie. Vous m'avez dit que c'est un texte argumentatif qui énonce des principes. Il y a un principe sur la morale qui est énoncé, qui présente la vérité générale, comme vous l'avez dit. Les gens libres, bien nés, vivant en honnête compagnie, ont par nature un instinct et un aiguillon qui pousse toujours vers la vertu. Et donc, contraindre cet état de nature, eh bien, ça amène, nous dit-il, le vice. C'est écrit textuellement. Nous entreprenons toujours les choses défendues et convoitons ce qui nous est dénié. Donc, Rabelais explique cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'en l'état de nature, les gens ont un aiguillon naturel vers la vertu? Vous êtes d'accord avec cette proposition? Qu'à l'état naturel, l'homme serait bon. Quel autre philosophe français d'ailleurs a dit ça? Qu'à l'état naturel, l'homme était bon. Non? Jean-Jacques Rousseau. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Rabelais et avec Rousseau? Est-ce que, selon vous, l'homme est bon par nature? C'est Rabelais, c'est Rousseau. Est-ce que lorsqu'on laisse un enfant faire ce qu'il veut, à l'état naturel, il devient bon? Pas forcément, je pense pas. Pas forcément. Il y a peut-être des vices naturels. Quel auteur français a parlé des vices par nature? Quel courant littéraire parle d'hommes viciés par nature et présente des personnages qui sont tous viciés? Oui, et Balzac. Voilà. Donc, ce principe posé par Rabelais est très discutable, que l'homme serait bon par nature. Je vais vous demander une dernière chose. Vous me dites que fais ce que voudra, c'est les 10 commandements. Il y a ça dans les 10 commandements. Dans les 10 commandements de Dieu, il y en a un qui dit fais ce que voudra. Non. Alors, ce n'est pas le texte des 10 commandements qui est repris ici. C'est la forme. En quoi la forme appelle effectivement la comparaison aux 10 commandements? Dans les premiers 10 commandements, on ne pas. Ne fais pas. Quelle est cette forme verbale? L'impératif. L'impératif. Et ici également, on a un usage qui est tout à fait biblique. De quel autre temps verbal? C'est vraiment au style biblique. Jésus parle avec ce temps, Dieu parle avec ce temps dans l'Ancien Testament. Le futur. Le futur. Quelle valeur a ce futur? Vous ferez cela en mémoire de moi. Vous ne tuerez pas. Quelle est la valeur de ce futur? Ce sont des futurs de prédiction? Non. Ils servent à exprimer quoi, ces futurs? Vous ne ferez pas ci, vous ferez ça en mémoire de moi. Vous ferez le commentaire rédigé de ce texte. Quelle est la valeur de ce futur?
la valeur justice, c'est la valeur d'ordre. Très bien. Bon, bien, je vous remercie.